Bonjour et bienvenue en ce 8e épisode de Fantaisie au petit déjeuner. En cette première semaine de vacances, alors malheureusement les vacances ne riment pas forcément avec un petit déjeuner très riche, donc aujourd'hui pas de tartines, pas de croissant, mais juste un bol de malheureux muesli. Mais ce maigre menu ne doit pas en aucun cas refléter les livres dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va s'attaquer à de la science-fiction. Et oui, on avait déjà parlé de jeunesse, d'heroic fantasy et autres, et aujourd'hui, enfin chose promise, on va s'attaquer à de la SF. Et pas des moindres, puisqu'on va parler de Dan Simmons, un des maîtres de la SF d'aujourd'hui, et de son dernier cycle qui s'appelle Ilium, qui est en 2 tomes, donc Ilium d'un côté et Olympos de l'autre. Tous les deux sortis en grand format chez Robert Laffont. Le premier fait plus de 600 pages, le deuxième au moins 750 pages. Je vais essayer de résumer rapidement Ilium, ça va être difficile parce que, comme toujours c'est Dan Simmons, ça déborde de partout. En fait, il y a 3 histoires en une. Donc vous avez 3 romans pour le prix d'un. Grosso modo, la première histoire se passe pendant la guerre de Troie. Elle met en scène les dieux de l'Olympe qui en fait ne vivent pas sur le mont Olympe que nous connaissons en Grèce, mais sur le mont Olympe de la planète Mars, sur l'immense volcan qui se trouve sur la planète rouge. Et ils n'ont pas des pouvoirs divins ou magiques, mais en fait une technologie tellement avancée qu'elle en paraît justement divine. On va suivre en fait les aventures d'un personnage qui s'appelle Hockenbury, qui est un scoliate, c'est-à-dire que c'est un historien du XXe siècle ressuscité par Aphrodite pour enquêter sur le terrain de la guerre de Troie et de vérifier si le conflit entre les Grecs et les Troyens respecte bien l'histoire que Homère en a contée, et si le cours de la guerre tel qu'il se passe sous leurs yeux est bien conforme à l'Iliade du poète grec. Voilà, donc parce qu'évidemment, ces dieux de l'Olympe n'ont qu'un plaisir, c'est assister à la guerre de Troie, de parier sur l'un et l'autre, de prendre parti pour les Troyens ou les Grecs, etc. etc. Mais notre cher Hockenbury, donc qui a la faculté, de par son poste, de pouvoir prendre l'apparence ou de rentrer dans la peau des personnages, donc pendant un moment il va être Patrocle, puis Paris, etc. etc. Il va avoir le malheur de tomber amoureux d'Hélène, et donc, pour asservir son but, va avoir tendance à essayer de changer le cours de l'histoire. L'autre histoire met en scène cette fois-ci ce qu'on appelle des Moraveks. Alors les Moraveks en fait c'est des intelligences artificielles, des sortes de robots ultra développés qui vivent dans la région de Jupiter, dans les satellites, dans les îles, dans les planètes du système de Jupiter ou de Saturne, et met en scène un groupe de différents Moraveks. Le premier s'appelle Matmouth et le deuxième s'appelle Orfudio. Ces Moraveks en fait sont chargés par la confédération de Moraveks, parce qu'il y a toute une sorte d'énorme confédération de robots qui vit dans la région de Jupiter. Il y a un groupe qui est chargé d'aller enquêter sur Mars et de rendre compte de ce qui se passe là-bas, parce que les scientifiques, enfin du moins les entités, les autorités Moraveks se sont rendus compte qu'il y avait des émanations quantiques ultra puissantes venant de Mars, qu'il s'y passait des choses et que des gens étaient en train de manipuler des technologies ultra puissantes dans cette région, et ce qui était potentiellement très dangereux pour la survie du système solaire. Donc voilà notre petit groupe de Moraveks qui est convié d'aller enquêter sur place et de se rendre compte de ce qui va arriver. Il s'avère que 2 de nos robots, celui dont j'ai parlé, Manout et Orphu, sont férus de littérature, et donc pendant leur séjour, ils vont commencer à parler de Shakespeare et de Proust, et ce qui est très amusant dans un livre aussi riche et qui est avant tout de la science-fiction, de la grande, du space opéra, ou même parfois de l'heroic fantasy. On a carrément des pages entières consacrées à la recherche du temps perdu ou aux poèmes de Shakespeare, et tout ça avec beaucoup d'intelligence et d'érudition, et c'est assez impressionnant la première fois qu'on tombe dessus. En tout cas, ces Moraveks vont arriver sur la planète rouge. Évidemment, les choses vont pas super bien se passer avec les dieux de l'Olympe qui s'y trouvent, et nos héros vont devoir essayer de s'en sortir et de mettre un terme à cette suprématie dangereuse de ces surhommes qui se prennent pour des dieux de l'Olympe. Voilà, donc voilà pour la deuxième histoire. Et enfin, la troisième. La troisième se passe sur Terre, elle se passe dans le futur, et elle met en scène une humanité, une sorte de post-humanité plus ou moins, qui vit sur une planète ravagée. La Terre, on sent que le visage de la Terre a plus ou moins fortement été modifié même, et les humains ne sont plus qu'1 million, mais 1 million pile. En fait, ils sont encadrés par des robots un peu étranges qu'on appelle des Voynix, et qui sont là pour supplanter à leurs besoins, se chargent de leur sécurité, de leurs besoins alimentaires, les soignent, etc. etc. Et c'est eux aussi qui, une fois que chaque humain a atteint le stade des 5-20, puisque les hommes
sur cette terre, leur âge est compté par tranche de 20, donc on a un 20, 2 20, 3 20, 4 20 ou 5 20. Quand ils arrivent à 100 ans, donc au bout de leurs 5 20, ils sont plus ou moins envoyés au ciel par ces Voynix, et personne ne sait ce qu'il devient. Mais à ce moment-là, un nouvel humain arrive, etc. Donc toujours ce nombre d'1 million d'humains est respecté. Et en fait, on va suivre le destin de 2 humains qui ont décidé de s'interroger sur ce qui passe, qui peut bien se passer. Le premier en fait s'appelle Arman, et lui le problème d'Arman c'est qu'il a 99 ans, il est au bout de son 5e vin, et il est le seul humain à savoir lire, et il est bien décidé à comprendre pourquoi ils ne sont qu'un million, où est-ce que les Voynix emmènent les hommes au-delà de leurs 5-20, etc., etc. Et il va être aidé par Daemon, qui lui beaucoup plus un fainéant, un parvenu, un nanti, qui profite bien de la situation, qui est très heureux de n'avoir rien à faire de ses journées à part chasser des papillons et des jeunes filles en fleurs. Mais malgré lui, il va être pris dans cette quête, et ils vont tous ensemble partir à la recherche d'une femme qui s'appelle Savi, et qui est la mythique juive errante, une sorte de femme qui aurait plusieurs centaines, voire un millier d'années, et qui serait vivante depuis, en fait, avant les traumatismes qu'a connus la Terre, qui aurait survécu à ces différents cataclysmes, et qui serait en fait la dernière représentante de l'humanité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, bien avant qu'on arrive à ce système avec les Voynix et les hommes, et ce million d'âmes précis. Et donc ils vont partir en quête de cette juive errante, pour essayer de comprendre ce qui peut bien se passer sur Terre. Ilium et sa suite Olympos qui est d'ailleurs un peu moins bon, elle suit donc les événements évidemment d'Ilium. Je l'ai trouvé un tantinet un peu décevante, notamment dans sa fin. On sent que Dan Simmons a un peu bâclé le truc, et surtout il a tendance à la fin à vouloir rapprocher son roman de la réalité d'aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Néanmoins ça se lit extrêmement bien. Donc Ilium et Olympos, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'assez monumental, c'est un monument dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas franchement évident. J'avoue, quand j'ai commencé, au bout de 150 pages, le roman était un peu tombé des mains. Je me suis forcé à le reprendre, et je l'ai pas regretté par la suite, parce que la deuxième partie du roman est juste exceptionnelle, avec tous les événements qui se passent à Troie, sur Terre, ou même sur la planète Mars. Mais c'est pas forcément facile, on a beaucoup de descriptions techniques, notamment par exemple avec les Moravec sur le moteur machin truc qui marche au ion et qui sert à propulser tel machin truc. Moi j'étais complètement perdu, et c'était pas forcément évident de suivre. Néanmoins je me suis accroché. Et vraiment ça vaut le coup parce que ça brasse plein de choses, on est autant dans l'heroic fantasy parce que les passages de bataille sur les murailles de Troie n'en sont pas sans rappeler les livres les plus connus de l'heroic fantasy, mais on est aussi clairement dans de la grosse science-fiction avec toute l'histoire de ces humains sur la Terre qui essayent de comprendre ce qui leur arrive. Voilà, c'est très riche. C'est très dense. Pour moi, ça fait partie d'un de ces livres importants, cette première décennie du XXIe siècle. C'est quand même très très épais et parfois un peu indigeste. Mais mon Dieu, quelle richesse. C'est pas tous les jours qu'on lit un ouvrage qui brasse autant de thèmes et autant de sujets et qui parle d'autant de choses et qui en même temps propose un sens du rythme et de l'action. Il y a du combat, il y a du suspense, il y a des retournements plus que importants de situation. Voilà. Donc si vous vous sentez les épaules pour, si vous avez du temps devant vous, là on est dans les vacances, c'est le moment idéal. Si vous vous préparez pour les vacances d'été, que vous voulez lire quelque chose de massif on va dire, je ne saurais trop vous conseiller le cycle de Dan Simmons d'Ilium, d'autant que le deuxième va sortir bientôt en poche. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, première semaine de vacances, et je vous dis rendez-vous la deuxième semaine de vacances, en espérant un petit déjeuner un petit peu plus riche, avec j'espère des croissants et non pas des malheureux flocons d'avoine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci et à bientôt, au revoir.